Bonjour. Donc c'est un pont que je dois vous présenter. Je pense que vous parlez aussi bien le français que l'arabe, l'anglais, l'italien. Hein? D'accord, c'est pas un problème. La question du pont, de l'ouvrage d'art, de franchissement, est souvent une question qui est vraiment à distance de la question contextuelle. Qu'est-ce que ça veut dire être contextuel lorsqu'on fait un franchissement? Si la contextualité se résume à la longueur du franchissement, et alors c'est effectivement une préoccupation un peu courte, comme s'il s'agissait d'un axe sexuel frontal, définitif, radical et sans tendresse. Voilà. Donc ici, vous voyez, on est sur une rivière qui en fait est un fleuve qui va vers la mer, qui est totalement bucolique, un très beau lieu à Montpellier, dans le sud de la France, où je me suis posé la question du franchissement en termes de précaution, comme si l'on franchissait sur la pointe des pieds, voilà. Sur la pointe des pieds en s'excusant presque de passer. C'est un peu ça l'idée, voilà. Et donc, cet ouvrage répartit ses charges, répartit sa masse sur une série de petites piles qui font environ 40 cm de diamètre et qui traduisent un ouvrage, j'ai envie de dire maniériste, mais pour moi l'idée que je me fais du maniérisme, c'est au sens de Barbey d'Aurevilly, c'est-à-dire cet auteur du milieu du 19e siècle, c'est-à-dire la synthèse. Le maniérisme, c'est la synthèse de la culture des efforts et des mots qu'il leur raconte. Ça parle de ça. Faire des phrases les plus longues possibles et éviter qu'elles soient trop courtes, parce que c'est ça, là est la maladie de l'architecture, c'est-à-dire la vocifération. Et c'est pareil en matière d'ouvrage d'art, où l'on voit comment la culture du franchissement est souvent une culture archaïque, extrêmement brutale, avec des mécanismes linguistiques qui sont finalement extrêmement caricaturaux de la logique des efforts eux-mêmes. Vous voyez, ici, on a des piles. D'abord, je dois dire que nous sommes dans un béton ultra haute performance qui s'appelle un béton de poudre réactive qui s'appelle Ductal, dans la marque française par exemple, et qui est un béton dont la porosité est quasiment nulle, c'est-à-dire que c'est un béton étanche. J'ai fait à Paris le stade Jean-Bouin, un pont, donc je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire d'être dans un béton étanche, en termes de maintenance, en termes de vieillissement, en termes de fatigue d'ouvrage. C'est donc une matière extrêmement sophistiquée. Et là, on a un tablier qui est très réduit, qui fait 80 cm de hauteur, dont la partie horizontale, c'est le tablier, hein, je le dis pour les interprètes, extrêmement réduits, qui sont constitués de poutres accolées de manière transversale, et qui sont réunies entre elles par une post-contrainte transversale. Et évidemment, une post-contrainte longitudinale, parce qu'on a 3 travées équivalentes, c'est-à-dire une seule poutre, qui réalise tout le tablier, qui fonctionne en plaque, finalement, à l'arrivée. En plaque, je pense qu'il y a des ingénieurs qui comprennent ici dans le jury ce que veut dire le fonctionnement en plaque pour la reprise des efforts horizontaux. Un mot sur pourquoi ces béquilles ont 2 appuis. Un sur une première travée de poutre et l'autre sur la suivante. C'est parce qu'en réalité, on a des efforts, on est censé être soumis à des efforts horizontaux extrêmement violents en cas de crue. Et il peut y avoir des barges dérivantes, il peut y avoir des objets flottants très lourds. Et donc, le fait que la béquille, au début, elle était comme ça, que la béquille se déplace sur la deuxième poutre, c'est une pièce de sécurité complémentaire pour éviter la transmission des efforts horizontaux dus en cas de choc fluvial sur le tablier. À l'origine des études, ça n'y était pas. Et alors, lorsqu'on a travaillé sur le débit hydraulique, on nous a donné un débit hydraulique qui était extrêmement, je ne sais plus, je crois que c'était 4 mètres cubes seconde.
Et vous verrez dans la dernière image qu'un mois après avoir livré le pont, il y a eu une inondation terrible et on s'est pris en une nuit 10 mètres de crue, c'est-à-dire 80 fois plus de débit hydraulique. Donc un pont, ça peut être aussi un ouvrage sensible, ça peut être un ouvrage poétique, et pas seulement un ouvrage paramilitaire. Vous savez, je ne suis pas du tout l'architecte de l'acier, je refuse de travailler avec l'acier, je refuse de soumettre l'ouvrage d'art à l'impérialisme technologique, ou j'ai envie de dire l'impérialisme de l'acier. On pourrait même parler d'impérialisme des mythologies anglo-saxonnes, la culture de l'acier, dont il faut quand même bien résumer que l'acier travaille tendu, comprimé, tendu, comprimé. Il y a une espèce de bégaiement rhétorique assez insupportable, alors que dans le béton, on a des configurations de travail extrêmement nombreuses et illimitées. Ça, c'est la dernière photo pour vous dire, voilà, c'est avant la nuit, la crue a monté, on s'est pris 10 mètres, et la crue est arrivée au niveau du tablier, au niveau de la route. Ce qui veut dire que les informations hydrauliques que nous avait données étaient erronées, et le pont n'est pas tombé. Et il n'est pas tombé, pourquoi? Parce que le pont est dans une parfaite transparence hydraulique. Je voudrais que vous méditiez sur ce thème de transparence hydraulique qui fait davantage sens que la transparence comme illusion de la démocratie. Merci. Il y a des questions? J'ai fini.